Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. Le temps presse pour les partis et coalitions de partis plongés complètement dans les investitures en vue des législatives. Rien n'est encore prêt, la situation est complexe chez les uns et les autres. Des populations en colère. D'abord dans les maillots, les habitants des différentes localités s'étaient donné rendez-vous à Guiraï. Leurs doléances sont multiples, parmi lesquelles le désenclavement de la zone. Ensuite, à Touba Toul, dans le département de Thiès, les populations de 4 villages étaient dans la rue. Elles pleurent également sur leur sort. Dinguiraï, Nioro, Keur Aïb, les travaux de réfection de ce axe routier qui était complètement dégradé sont presque terminés. Cela va faciliter le voyage aux passagers qui veulent se rendre en Casamance ou qui proviennent du sud. Le reportage du jour dans ce midi est consacré à ceux-là qui se bouchent les oreilles avec les écouteurs de leur téléphone et qui marchent sur la chaussée. Cela est lourd de danger et pose un problème de sécurité routière. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Un proche de Yaya Jammeh visé par un mandat d'arrêt international, le général Souleymane Badji est accusé d'être impliqué dans les meurtres de 2 citoyens américains d'origine gambienne en 2013. L'ancien chef de la garde nationale républicaine se trouve actuellement en Guinée équatoriale aux côtés de Jammeh. Au Cameroun, l'enquête sur le drame d'Esseka a été bouclée et les résultats sont connus. La société Camrail est considérée comme principale responsable dans cette catastrophe ferroviaire. Les conclusions évoquent une surcharge du convoi, un système de freinage défaillant, entre autres. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Les titres sport, c'est avec vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf et bonjour à tous. Finale départementale de l'UASU de Dakar. Les festivités commencent à partir d'aujourd'hui. Plus de 26 000 élèves sont attendus pour compétir dans différentes disciplines. Le football, le basketball, la lutte et l'athlétisme. La première équipe championne de basket du Sénégal connue à partir de vendredi. La finale va opposer Dakar Plateau à Pikine Handi Basket. Du côté de Pikine, la confiance est de mise. La Zambie, championne d'Afrique, qualifiée 8e de finale du mondial junior. Après un réveil passionnant, mené 2-0, les Zambiens ont renversé la tendance face à l'Iran. Finalement, se sont tirés avec un score de 4-2. Le Sénégal croise demain à 11h les États-Unis pour un match de qualification en 8e de finale. Nous sommes mercredi, c'est la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Et puis point de vue sur les problèmes dans les investitures pour les élections législatives. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vite, il faut aller vite, car la date pour le dépôt des listes en vue des élections législatives est très proche. C'est entre mardi et vendredi prochain, et les différentes coalitions ne sont pas prêtes. Bien au contraire, elles ont des divergences. Binta Diallo a pris contact avec certaines coalitions. Le point de la situation. Manko Tahaou Sénégal nage dans des difficultés présentement. Notre interlocuteur au bout du fil nous le confirme en Wolof, c'est ce qu'il nous dit. Fokonaterek Wesunoko pour dire que les difficultés, il y en a la tonne et le quintal. À quelques jours seulement du dépôt annoncé des listes électorales, Manko a toujours du mal à boucler ses listes d'investiture. Notre interlocuteur n'a pas souhaité se faire enregistrer. Il nous a juste promis de nous revenir après concertation et avec les autres membres. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, mais pour nous dire la même chose. Un autre qui n'a pas souhaité se faire enregistrer, c'est la coalition de Abdoulaye Baldé, de Mamour Sissé et autres. Là également, on nous fait comprendre qu'ils passent des nuits blanches pour déjà trouver un nom à la coalition et boucler entre autres les listes d'investiture. Même promesse également, je vous reviendrai plus tard, comme pour dire que là aussi, rien n'est prêt. Une autre coalition, cette fois-ci, Benno Bokk Yakaar. Là, non seulement l'on a souhaité se faire enregistrer, mais l'on nous apprend également que Benno est fin prête. Abdou Mbow est le porte-parole adjoint de l'APR. La coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition organisée, une coalition où les gens travaillent depuis très longtemps. C'est une coalition qui n'attend pas les élections pour se signaler aux Sénégalais comme le font certains hommes politiques. Quels que soient les délais, en tout cas nous serons
prêts pour aller aux élections le 30 juillet 2017. Un autre mouvement, celui de Mbolom Wade. Les principaux animateurs sont aux abonnés absents. Le téléphone de Farba Senghor sonne dans le vide. Impossible donc de savoir si leurs listes sont prêtes ou pas. Le dépôt des listes est en tout cas annoncé entre vendredi prochain et mardi minuit, que les coalitions soient prêtes ou pas, au risque d'une forclusion. Le débat du jour porte donc sur le casse-tête des investitures avec les divergences au sein des partis et coalitions de partis. Il est 12h05. Au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h05 donc. Bientôt le voyage en Casamance via le tronçon Dinguiraye-Nioro-Caraïbes se fera dans de très bonnes conditions. Cette route longue de 40 km et qui était dans un état de dégradation très avancé et presque entièrement réhabilitée. Une mission de la BAD qui a financé l'essentiel des travaux. Une mission de la BAD donc était venue s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Correspondance à Kaolack, Ibrahim Adjamé. C'est un tronçon d'une longueur de 40 km desservant les régions sud du pays, la Casamance donc, en passant par la Gambie. Il y a seulement un an, c'était le calvaire d'emprunter cette route, mais aujourd'hui, la réhabilitation est presque terminée. Mokhtar Abdoulba est le coordinateur du projet de réhabilitation de cette route Dinguiraye-Nioro-Caraïbes. Actuellement, on peut dire que les travaux de la route principale de Dinguiraye jusqu'à Caraïbes sont pratiquement terminés. Comme vous pouvez le constater, on a démarré les travaux de signalisation horizontale et verticale. Et normalement, avant la fin du mois, tous les travaux sur la route principale seront terminés. Ça date de livraison? D'ici la fin du mois, la route sera terminée. Voilà, elle pourra être déjà ouverte à la circulation. La mission de la Banque africaine de développement, principal bailleur de fonds qui était venu s'enquérir de la situation, s'est vivement félicité de l'état d'avancement, mais surtout de la qualité des travaux. Je suis Mohamed Ali, chargé du projet Dinguiraye-Nioro-Caraïbes, financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Sénégal. Et nous en sommes très satisfaits. Nous avons effectivement noté un état d'avancement satisfaisant et surtout la qualité des travaux qui ont été effectués par les différentes entreprises en charge des différentes composantes de ce projet. La reconstruction de cette route qui a valu 14 milliards est accompagnée d'aménagements connexes tels que des pistes rurales mais également des marchés et de la voirie urbaine. Ibrahim Djamé Nioro, Radio Futur Média. C'est un danger de mettre des écouteurs à l'oreille, de marcher sur la chaussée ou bien de conduire en mettant la musique à fond. Ceux qu'ils font ne sont pas conscients des risques encourus. Certains demandent une sensibilisation pour une meilleure sécurité routière. Le reportage d'Anna Rocha. C'est très important. À la rue 19, angle 6, Astou marche sur la chaussée, le pas pressé pour aller au travail. Écouteurs scotchés aux oreilles, elle n'entend même pas qu'on l'appelle. Arrivée à sa hauteur, elle se confesse, l'air confuse. C'est vrai que ce que je fais là, ce n'est pas du tout sûr. Tu m'as appelé, j'ai même pas entendu. Mais je fais quand même attention aux voitures qui passent. Le jeune et costaud Bira Diop est aussi dépendant des écouteurs. Assis sur une brique, il les porte autour du cou. Il semble bien conscient du danger. Je suis très prudent sur la route. D'ailleurs, j'interpelle souvent des jeunes pour qu'ils fassent attention aux aussi, parce que le danger est partout. Bourindjaï vient d'entamer son ménage. Cette jeune mère de famille dénonce surtout le comportement des chauffeurs. Tu peux pas être au four et au moulin. Tu peux pas conduire en portant des casques. C'est pas normal. Ou bien en prenant des appels. Si tu conduis, tu dois te concentrer sur la route. Parce que ça peut créer des accidents ou bien des catastrophes. S'il vous plaît, concentrez-vous sur la route. La situation est assez grave. Bira Diop demande aux autorités d'intégrer la question dans les programmes de sensibilisation à la sécurité routière. C'est très important. C'est très important. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. À l'instant, vous suivez le grand journal. Il est 12h09 partout au Sénégal.
La Casamance a besoin de mesures exceptionnelles pour la reconstruction de l'état civil dans les zones où le conflit a tout détruit. C'est ce que suggère le médiateur de la République. D'après Maître Aline Badara Cissé, le niveau de ruine de l'état civil en Casamance est tel que des audiences foraines n'y peuvent rien. Et toujours selon Maître Cissé, la prise en charge de cette question, tout comme la prise en charge des questions foncières et sanitaires, sont des impératifs préalables à toute paix définitive. Ziguinchor, Lamine-Ba. Dans son rapport qu'il transmettra au chef de l'État, le médiateur de la République inscrira en caractère gras la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles qui visent à reconstituer l'état civil dans les zones affectées par le conflit dans le sud du pays. C'est une mesure qui participerait selon lui à accompagner le processus de paix. Alioune Badara Cissé. Les vastes mouvements de population découlant des hostilités qui depuis 37 ans bientôt fait que beaucoup de personnes ne sont pas détentrices d'une pièce d'état civil en bonne et due forme. Nous trouvons que c'est un problème qui exige et doit exiger des mesures exceptionnelles. De régularisation qui participe fondamentalement à la pérennisation de ce processus de paix qui semble s'installer dans la région de Ziguinchor. Nous ne pouvons pas tout simplement nous en tenir aux audiences foraines prenant énormément de temps. À l'issue d'une tournée à l'écoute des populations qu'il a menée vers plusieurs localités de la Casamance, le médiateur de la République dit avoir retenu qu'il y a des problématiques qui devront être prises en compte par l'État dans le sud du pays si l'on veut s'acheminer vers une paix définitive et durable en Casamance. Il y va bien entendu de ces questions foncières, il y va de ces questions relatives à l'hôpital régional, l'hôpital de la paix. C'est des problèmes. Et cela seul dans leur résorption permettrait de mettre un terme à cette dichotomie que certains de nos concitoyens du Sud semblent vivre par rapport à ce vaste élan d'unité nationale. Alioune Badara Cissé prenait part à un CRD spécial consacré au partage avec des acteurs de la société civile des doléances qu'il a recueillies auprès des populations. Rencontre sanctionnée par l'installation du correspondant régional du médiateur de la République de Ziguinchor. Lamine-Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Du sud, nous nous rendons au nord, le Dandemayo. Dans tous ces états, les problèmes d'enclavement, d'électrification, d'eau ont poussé les populations à manifester pour ce rendez-vous de protestation. Elle s'était retrouvée à Guiraï, Matam Ali Bandelnian. De Mou à Balel Paté, Gaoudal jusqu'à Dondou, ils sont venus de toutes ces localités pour manifester leur colère à Guiraï. Ces populations du Dandemayo qui exigent l'électrification de leurs différentes localités en ont marre de vivre l'enclavement. Après avoir vainement attendu la tenue des promesses de certains hommes politiques au pouvoir, ces populations sont finalement descendues dans les rues de Guiraï pour se faire entendre. Sidi Yaya Gueye est leur porte-parole. Nous sommes confrontés à de sérieux problèmes d'électrification. Hormis Dondou et Gawol, tous les autres villages ne se sont pas électrifiés. Nous sommes aussi confrontés à des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Il s'ajoute aussi que la piste qui désengorge le Dandemayo n'est pas bitumée. À cet effet, nous revendiquons au gouvernement, avec l'électrification de tous les autres villages, nous revendiquons aussi la construction des forages, la construction des centres de santé. On est trop loin de Matam. Le Dandemayo aussi est confronté des problèmes d'aménagement agricole. Nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président de la République, Macky Sall et son gouvernement, afin de pouvoir prendre en compte nos aspirations. Si les considérations ne sont pas pris en compte, on vote sanction le 30 juillet. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Il faut qu'il y ait de considération. Cette zone du Dandemayo du département de Matam n'est reliée à la route nationale numéro 2 que par cette piste de production réalisée depuis plus de 10 ans par le projet Prodam. Des conditions de vie extrêmement difficiles pendant surtout les évacuations sanitaires vers les centres de référence de Matam ou de Ourossogui. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Dans le département de Thiès, les habitants de 4 villages de Toubatoul ont manifesté également pour réclamer de l'électricité. Dans cette zone, il y a beaucoup d'insécurité et le vol de bétail empêche les populations de dormir. Ajoutez à cela la panne du seul forage qui alimente les différents villages. Correspondant Cheikh Anta Diop. Kerlaman, Sanchugad, Daroufay, Mbégué, les habitants de ces 4 villages rouges de colère ont marché sur 1 kilomètre pour demander l'électrification de leur village. Au moment où plusieurs villages de Toubatoul bénéficient du programme de laser. Hassan Diouf, porte-parole des populations. En 2005, il y avait une convention qui disait qu'il y aura l'électrification de Kerlaman. Les poteaux sont juste dans nos riz, où certains même ont été utilisés pour préparer des repas. Et
des villages comme Dondol qui sont à la 3e tranche sont actuellement installés et électrifiés. Et nous ne savons pas le pourquoi. Nous voilà, nous vivons dans l'obscurité, sans eau, sans électricité. Nos mamans en ont marre, les voilà. Parce qu'il y a les serpents qui bladent, qui mordent nos mamans. À cause de l'obscurité qui règne dans ces villages, les populations font face à de nombreuses agressions. Ils sont agressés. Les voleurs, qui n'ont jamais cessé de voler nos bétails. On exige un forage de qualité et une électrification complète de Kerlaman et de l'ensemble des villages qui les entourent. Pas d'électricité, encore moins d'eau. Les femmes vivent un véritable calvaire. Elles parcourent des kilomètres pour se ravitailler en eau potable. Vous voyez, l'appui est là. L'autre, c'est dans l'abo. Ils puisent de l'eau, on boit du n'importe quoi. Une eau qui n'est pas potable, il y a tous les risques de maladie. Et que font les femmes? Selon les populations de Kerlaman, les autorités doivent accorder une attention toute particulière à Toubatoul, considéré comme l'une des plus grandes communes du département de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. En plus bref, le cri du cœur avait été lancé par vous-même, Cheikh Anta Diop, sur cette antenne il y a quelques semaines. Il s'agissait de l'absence totale de moyens au centre d'appareillage pour les enfants atteints d'infirmités psychomotrices. Les responsables du centre avaient exprimé les peines qu'ils ont à s'occuper de ces enfants handicapés. Une première réaction maintenant, celle de l'Agence nationale de la case des tout-petits qui vient de doter la structure de divers produits, un don acquis avec les partenaires de l'agence. Remise prévue le 31 mai prochain. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambay. Rebonjour Antoine. Gambie, la justice aux trousses de proches de Yaya Jammeh. Après les 2 officiers accusés du meurtre du journaliste Deda Aidara, l'ancien chef de la garde nationale républicaine est visé par un mandat d'arrêt international. Le général s'est réfugié en Guinée équatoriale aux côtés de l'ex-président Jammeh. Georges Déthié-Diop. 8 soldats de l'armée gambienne sont aussi sous le coup de ce mandat d'arrêt international. Le général Souleymane Badji et ses 8 co-accusés sont poursuivis pour le meurtre présumé d'Ebou Diop et d'Aladji Mahmoud Thiessaye, 2 citoyens américains d'origine gambienne. C'était en 2013. Ils ont été enlevés, conduits au palais présidentiel de Banjul, puis transportés à Kanilai, le village natal de Yaya Jammeh. C'est là-bas qu'ils ont été décapités à la machette, selon l'acte d'accusation. Le régime de Yaya Jammeh a toujours nié les faits, mais avec l'aide du FBI, la police gambienne a pu recouper les événements. Les corps des 2 disparus exhumés dans la forêt d'Alakunda à quelques encablures du palais de Yaya Jammeh à Kanilai, et dire que le régime de Yaya disait qu'Ebou Diop et Aladji Mahmoud Thiessaye n'ont fait qu'une escale à Banjul avant d'aller en Guinée-Bissau. L'ancien chef de la garde nationale pointé du doigt, 8 soldats aussi, entre autres chefs d'inculpation retenus contre eux, assassinat, conspiration pour commettre un meurtre. Selon BBC, le général Souleymane Badji et ses 8 co-accusés auraient dû comparaître jeudi dernier devant le tribunal de grande instance de Banjul. Seulement, le général Badji est en Guinée équatoriale aux côtés de l'ancien président gambien. Le problème est de savoir si Malabo va accepter d'extrader le bras droit de Yaya Jammeh. Georges Déthié-Diop au Niger, l'opposant Amadou Djibo était devant les juges du tribunal de grande instance de Niamey. L'homme est accusé d'avoir voulu renverser le pouvoir. Le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République a nié les faits qui lui sont reprochés. Les avocats ont plaidé pour la relaxe de leurs clients et insisté sur l'irrecevabilité des preuves, notamment une clé USB contenant un élément audio. Le verdict sera connu le 26 mai. Pour le moment, l'opposant reste donc en prison. En Afrique centrale, au Cameroun plus exactement, plusieurs mois après le drame d'Esseka, les conclusions de la commission d'enquête sont dévoilées. Cette catastrophe ferroviaire avait fait 79 morts. La société Camrail est, selon l'enquête, la principale responsable. Le président Paul Biya a d'ailleurs annoncé des sanctions. Sodatiam. C'est bien Camrail qui est désigné comme principal responsable de la catastrophe, selon le communiqué de la présidence. Pour cause, la vitesse excessive du train 96 km/h au lieu de 40, un dépassement dû au non-respect de plusieurs règles de sécurité sur un train qui présentait de graves défaillances et anomalies. Les experts parlent d'une surcharge de convoi et d'une rallonge inappropriée de la rame, d'un freinage défaillant pour certains wagons de voyageurs ainsi que pour la motrice, ou encore la non
prise en compte des avertissements du conducteur. Face à ces conclusions, le président demande des sanctions contre les responsables. Le rapport sera transmis à la justice. Paul Biya souhaite que le partenariat entre l'État et Camrail soit revu. L'entreprise est détenue à 75% par le groupe français Bolloré. Le Cameroun est actionnaire minoritaire avec moins de 15% des parts. Or, Paul Biya souhaite désormais que l'État soit plus présent dans la société. Enfin, concernant les victimes, la présidence annonce une enveloppe d'1 milliard de francs CFA supplémentaires pour les assister. Elles ordonnent également le renforcement du dispositif de prévention des catastrophes. La commission d'enquête pointe en effet l'action des secours. Elle demande plus de réactivité, de cohérence et de fluidité dans les opérations. En RDC, Sornan Tambaye, l'ONU est restée sur sa faim après la clôture de l'enquête sur la mort de ces deux experts. En réunion à huis clos, le Conseil de sécurité a émis quelques doutes. Les autorités congolaises ont ouvert leur enquête et ont annoncé avoir identifié les responsables des meurtres des deux experts. Selon le porte-parole de l'ONU, les enquêteurs se sont précipités. Les investigations n'ont pas été approfondies. En parallèle, la Suède et les États-Unis, pays dont les victimes sont originaires, et l'ONU mènent des enquêtes, mais ils sont tous confrontés à une résistance de la part des autorités congolaises. Gabon, le dialogue national prend fin vendredi prochain. La date de clôture a été repoussée d'une journée. Le président de la République va recevoir le rapport général qui sera ensuite rendu public. Le point à Libreville avec Yves-Antonio Ogola. Les choses s'accélèrent au stade de l'amitié à Ngonje où se déroulent les travaux du dialogue national qui vont finalement s'achever ce vendredi et non jeudi. Selon le bureau du dialogue, tous les membres des 4 commissions vont assister à la cérémonie de clôture au palais présidentiel. C'est le chef du gouvernement, également président du bureau du dialogue, qui va remettre au chef de l'État le rapport général, lequel rapport sera ensuite rendu public. Tout est finalement rentré dans l'ordre au niveau des commissions 1 et 2, où l'opposition avait claqué la porte pour dénoncer la position radicale du parti au pouvoir. Le dialogue, débuté le 28 mars dernier, a connu 2 semaines de prolongation en raison des désaccords notés entre les deux camps, surtout au niveau de la limitation du mandat présidentiel et surtout la nomination du président de la Cour constitutionnelle. Yves-Antonio Ogola, Libreville, RFM. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Sornana Tambaye, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les problèmes dans les investitures pour les élections législatives. Le rendez-vous du jour, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, bienvenue pour la page des sports. Merci à vous Antoine Diouf. Sport scolaire donc, IASU Dakar joue ses finales. Il s'agit des finales départementales qui débutent à compter d'aujourd'hui. Plus de 26 000 élèves sont attendus et vont se juger dans différentes disciplines telles que le football, le basketball, la lutte et l'athlétisme. Cela va se poursuivre donc jusqu'au samedi. Vous avez eu entendre donc ce matin le président du comité de gestion de relance du sport scolaire de Dakar. Il s'agit de Papendour, Antoine Diouf. On poursuit avec les arts martiaux. Le Sénégal fin prêt pour les championnats d'Afrique de karaté. C'est prévu du 29 au 5 juin prochain au Cameroun à Yaoundé. Le Sénégal va déplacer plus de 10 athlètes donc pour ces compétitions. Les Lions qui doivent représenter le Sénégal sont actuellement en pleine préparation. Selon le président de la Fédération sénégalaise de karaté, nous allons l'écouter. Son nom, Mohamed El Mokhtar Diop, il est interrogé par Sodakam. Avec l'aide de la direction technique nationale et puis de Fodendao qui est en France, donc on est en train de faire les derniers réglages pour avoir une meilleure participation au niveau de ces championnats. En termes de billets, on aurait souhaité être présent dans chaque catégorie, mais les moyens de l'État sont limités, on doit tenir compte de ça. Maintenant, on va essayer de discuter avec eux pour voir. De toute façon, même si on nous donne 15 billets ou 20 ou 30, on va tout faire pour amener les combattants les plus en forme qui ont beaucoup de chances de médaille. Il y a aussi d'autres échéances. On a les juniors qui vont participer au championnat d'Afrique et il y a les championnats du monde au mois d'octobre, novembre. Je pense que le fait de participer à des championnats d'Afrique,
ça participe toujours au niveau de la préparation et c'est de l'expérience qu'ils vont acquérir. Je pense que pour l'instant, lorsqu'on aura finalisé avec les ministères, donc on va trouver une solution, sélectionner la meilleure équipe possible pour aller chercher des médailles d'or. Et les combattants ont conscience de ça, et tout récemment quand je les ai reçus, c'est vraiment ça les discussions qui tournent autour de ça. Donc dans leur tête, il faut qu'on aille chercher les médailles et revenir avec ça. La première équipe championne d'handi basketball au Sénégal sera connue ce vendredi, dans 2 jours. La finale va opposer Dakar Plateau à Pikine Handi Basket Club. Le club de la banlieue sonne déjà la mobilisation. Son président, oui, c'est bien cela. Donc, le club de la banlieue, donc, ils sont déjà la mobilisation. Son président a fait face à la presse. Nous allons écouter Cheikh Ndiaye, un des membres du club de la banlieue dakaroise, des propos recueillis par Salif Sow. Il n'y a pas une préparation spéciale. On le prend comme un match normal. On s'entraîne sur ce terrain. Il n'y a pas de différence particulière. Au début, on avait fixé l'objectif de gagner la finale. Dieu a fait qu'on est qualifié en finale. Donc l'objectif, ça ne change pas. C'est de gagner la finale. Pikine, son premier trophée du championnat handi basket, c'est un match. On va mettre tous les atouts de notre côté, mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour gagner la finale. C'est de sortir le jour de la finale, venir massivement accompagner le Pikine Handi Basket Club pour gagner. Présentement, nous avons dépassé les 3 millions. On est prêt. On attend que le jour J, on va à Marujinga jouer et gagner la finale. L'adversaire de Pikine Handi Basket, il s'agit de Dakar Plateau. Vous les entendrez dans nos toutes prochaines éditions, Antoine. Le football, la Zambie championne d'Afrique qualifiée pour les 8e de finale du mondial U20. Et cela après un réveil passionnant ce matin, mené 2-0 par l'Iran grâce à un doublé de Cherari. Les Zambiens ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance au cours de la partie. Score final 4-2. L'Afrique du Sud, elle, a essuyé ce matin sa deuxième défaite de suite, donc une défaite face à l'Italie 2-0. Le Japon aussi avait battu l'Afrique du Sud qui est hors de la compétition à présent. Le Sénégal qui croise demain à 11h les États-Unis pour un match de qualification. Une victoire ouvrirait les portes des 8e de finale au Koto Boys, auteur d'une victoire d'entrée. C'était contre l'Arabie Saoudite il y a de cela 2 jours. Score de la partie 2-0. Et puis Antoine, nous allons terminer avec la finale ce soir de l'Europa League à Stockholm à 19h, plutôt à 18h45. Manchester United croise Ajax Amsterdam. Gagner la C3 est la seule façon pour Manchester United d'accéder à la Ligue des Champions l'année prochaine. Un succès qui prendrait un relief particulier après l'attentat suicide qui a fait au moins 22 morts et une 60aine de blessés à Manchester. C'est bien fini, Antoine. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Dans 2 mois, en principe, les législatives. Certitude annoncée, avec la seule précaution d'usage, si Dieu le veut. C'est-à-dire si les conditions objectives, matérielles, techniques le permettent. Les cartes électorales permettant aux citoyens d'accomplir leurs devoirs civiques deviennent symboles d'arlésienne. Le gouvernement a-t-il fixé une date ultime pour la délivrance de ces sésames républicains? Est-il certain que l'obstacle technique de la carte non délivrée ne compromettra pas la clarté de l'engagement citoyen? Des accusations commencent à fuser, qui suggèrent la rétention par l'autorité administrative de ces instruments faiseurs d'élus. Pourquoi le gouvernement ferait-il cela? Y aurait-il péril en la demeure? De telles accusations, même voilées, méritent d'être levées pour l'honneur de l'administration. Elles doivent obligatoirement trouver réponse au nom du droit de savoir des citoyens et de leur droit et devoir de voter. Rarement une perspective électorale a été aussi bruyante, tendue, chargée de menaces. Hasard des agendas, le monde du travail, dans sa diversité, se rappelle au bon souvenir de l'État. Aucune menace n'est à mépriser car leur addition, ajoutée aux différentes coalitions de l'opposition, mérite analyse profonde, sérieuse, à la place des formules lapidaires du genre 0 + 0 = 0. La politique
et la science de gouverner la cité. Il faut se dire que ceux qui font face aux gouvernants et qui veulent les remplacer apprennent aussi des erreurs et fautes de ces derniers. Autre remarque, valable pour tous les hommes politiques, les citoyens ne seront plus, mais alors pas du tout, n'accepteront plus d'être les dindons des farces politiques à répétition. Le peuple a des droits, et il réclame ses droits, il les exige même, et tout de suite. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour passée en revue par Georges de Diop. Encore, oui, encore un rappel à l'ordre de Macky Sall. Le énième, mais cette fois-ci, il est comme qui dirait intraitable. L'enjeu étant de taille, les législatives du 30 juillet prochain. Macky Sall a tout simplement ordonné la suspension de toutes les assemblées générales d'investiture dans Benno Bokk Yakaar. Une décision qui fait suite aux scènes de violence notées dans plusieurs localités du pays. Le chef de l'État veut ainsi préserver la dynamique de victoire de la coalition au pouvoir. Décision diversement appréciée et commentée par la presse. Les journaux rivalisent de titres sur le sujet. Macky évite le chaos, peut-on lire à la une de l'Observateur. L'As et Enquête semblent s'être passé le mot et titre Macky tape sur la table, là où Sud Quotidien affirme que Macky Sall calme le jeu. Et pour Vox Populi, Macky met fin à l'anarchie dans les investitures. Le journal Le Quotidien s'exclame Macky freine tout. Et selon la Tribune, Macky Sall bloque tout. Et c'est pour faire quoi après? Vox Populi souligne qu'il renvoie la patate chaude à la conférence des leaders. Plus clairement, Macky Sall déclare que la conférence des leaders mènera dans les meilleurs délais les concertations nécessaires. Cette phrase extraite de la circulaire signée par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, on peut la lire à la première page de Enquête. Cette décision du chef de l'État et les réactions de la classe politique, l'Observateur informe que les alliés de Macky Sall applaudissent et Manko dit non à tout report des législatives. Voyons aussi comment les analystes politiques lisent cette décision de suspendre les investitures à Benno Bokk Yakaar. Famara Sané confie à l'Observateur que si Macky Sall fait ses propres choix, cela pourrait avoir des conséquences dans la cohésion de Benno Bokk Yakaar. Quant au professeur Moussa Diaw, il indique dans Vox Populi que cette circulaire de Macky Sall est le reflet d'une crise qui a atteint son point culminant. Et dans son billet du jour, Al-Ham soutient que cette initiative qui sauve pour l'instant les meubles peut s'avérer tout aussi périlleuse pour sa coalition si toutefois les décisions prises au sommet ne sont pas partagées à la base ou sont avalisées contre le gré de beaucoup. Pour Al-Ham, il risque bien d'y avoir un déphasage crucial qui peut avoir des conséquences désastreuses dans les urnes. Le temps seul juge. Au soir du 30 juillet, on sera édifié. Et Manko Taxawu Sénégal se prépare. Seulement, la tête de liste nationale de la coalition n'est pas encore connue. Le journal Les Échos apprend que Omar Sarr et Khalifa Sall sont en compétition. Selon Les Échos, le comité ad hoc va se réunir aujourd'hui et Idrissa Seck et Malick Gakou sont chargés de rencontrer les deux partis afin de convaincre l'une de lâcher du lest. Mais une chose pour le moins sûre, aux yeux de mon confrère, quel que soit le choix, il y aura risque de clash. Un clash entre Aïda Mbodj et le PDS, ça en a tout l'air. Les Échos révèlent que la présidente du groupe parlementaire des libéraux et démocrates n'ira pas aux législatives avec le Parti démocratique sénégalais. Elle a décidé d'y aller seule avec son mouvement. La preuve, selon mon confrère, Aïda Mbodj a déposé sa caution de 15 millions de francs CFA à la caisse de dépôt et de consignation. Encore le dossier Fesman à la une de Libération. Dans sa livraison du jour, le journal fait état de contributions de pays amis du Sénégal introuvables. Le pactole, 3,6 milliards de francs CFA. Les contributeurs Kadhafi, Déby, Béchir et Biya. Ce qui retient le plus l'attention de Libération, les fonds ne figurent dans aucune loi des finances. Ce n'est pas tout. Le journal rapporte que 50 véhicules offerts par la Chine sont entre les mains de particuliers. Ce matin, le journal Le Témoin s'intéresse à l'attribution de Rufisque Offshore profond à Total. Et si vous voulez savoir comment les derniers sont devenus les premiers, le journal vous renvoie à sa page 6, non sans préciser que l'accord signé avec la multinationale française pourrait faire perdre au Sénégal, selon le niveau de production, jusqu'à 300 milliards de francs CFA par an. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les difficultés rencontrées par les partis et coalitions de partis dans les investitures en vue des élections législatives du 30 juillet prochain.
Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne le professeur Moussa Diaw. Bonjour professeur. Bonjour. Enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, vous êtes spécialiste des sciences politiques. Notre confrère Momar Wade sera également en ligne dans ce débat. Mais professeur, on a constaté quand même jusque-là que toutes les coalitions partagent une chose, c'est l'impossible équation des investitures. Difficile à résoudre cette équation. Quelle lecture faites-vous de tout cela? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un enjeu important autour des investitures pour désigner les candidats qui vont représenter les populations au sein de l'Assemblée nationale. Il y a des enjeux au niveau des partis. Ça veut dire tout simplement que il est très difficile dans une coalition d'effectuer des arbitrages en fonction des divergences et des positions des uns et des autres, des intérêts des uns et des autres, des intérêts contradictoires. Et ça nécessite énormément de temps pour faire ces arbitrages-là. Aussi bien au niveau de la majorité qu'au niveau de l'opposition, on se retrouve face à cette problématique d'élaborer une liste en tenant compte des enjeux, en tenant compte du partage entre les différentes coalitions, en fonction de leur poids politique, en fonction de leur influence, et tout cela donc constitue une difficulté énorme à gérer. Et on se demande d'ailleurs, est-ce que le calendrier qui est retenu pourrait être respecté, parce que il me semble que ces différentes parties ne sont pas du tout prêtes pour élaborer leur liste et les proposer au moment opportun. Oui, et justement, beaucoup de difficultés dans les investitures. Pourtant, avant cette étape, on a entendu l'essentiel des leaders faire de belles déclarations autour de l'union, autour de l'unité. Était-il sincère tout cela? Oui, c'est la stratégie, c'est la stratégie politique qui a été choisie par certains pour faire des déclarations, pour renforcer, mobiliser autour de leur mobilisation afin de faire bloc par rapport à d'autres, par rapport à l'opposition, ou bien de la part de l'opposition par rapport au pouvoir. Mais tout cela, la réalité est autre. Ça, ce sont des discours politiques. Mais la réelle politique est différente. La réelle politique nécessite... Elle est tout autre chose. Oui, elle est tout autre, pardon. Avec des enjeux, avec des positionnements, avec des intérêts des uns et des autres, des intérêts contradictoires justement. Et tout cela pose problème dans l'apaisement politique, on l'a vu avec des violences, ça pose problème dans la nécessité de conduire justement une politique qui va garantir l'élaboration des listes. Ça veut dire tout simplement il y a un leader qui va faire le choix. Un arbitrage sera nécessaire dans tous les cas. Et que cet arbitrage-là ne risque-t-il pas de poser d'autres problèmes? Justement, on reviendra sur les conséquences que cela pourrait engendrer. Vous gardez la ligne, professeur. Momar Wade, bonjour. Bonjour, Antoine. Alors, avez-vous une lecture bien particulière quand vous regardez toutes ces difficultés liées aux investitures au sein des partis et coalitions de partis? Oui, merci Antoine. Moi, ce que j'estime vrai, c'est que l'APR est victime de son manque d'organisation politique. C'est un parti jeune. Et depuis sa création, ils n'ont pas su s'organiser en véritable force politique. Ils n'ont pas de coordination, ils n'ont pas un découpage politique crédible. Ce qui fait que chaque petit notable local se prend pour le coordinateur de sa zone, et finalement c'est la jungle, quoi. En conséquence, ça donne ce que ça donne. Mais il y a aussi les autres coalitions, qui ont des problèmes dans les investitures. Mais si vous avez remarqué, à Manko, il y a moins de problèmes. Vous en êtes sûr? Il se dispute peut-être la tête de liste, mais globalement, ça se passe bien. C'est pas les échos qu'on a eu venant de Manko Tahaou Sénégal, c'est le casse-tête également à Manko, c'est le casse-tête un peu partout. Entre le PDF et le Tahaou Sénégal de Khalifa Sall, en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de remous. Contrairement à Benno Bokk Yakaar, c'est très difficile. Si le président estime qu'il va
qu'il doit arrêter les assemblées générales, ça veut dire que l'anarchie est telle qu'il faut arrêter tout ça pour repartir sur de bonnes bases. Et même avec cela, même si le président impose ses listes, il y aura toujours des revendications. Alors, professeur, je termine avec vous. Momar, vous gardez la ligne. Des conséquences, il faut bien les envisager après ces investitures. Oui, conséquences, ça veut dire tout simplement, il peut y avoir, comme je l'ai dit plutôt, qu'il peut y avoir des affections. C'est-à-dire que ce spectacle-là qui est donné au public risque de rejaillir sur le comportement des citoyens. C'est-à-dire que l'opinion publique, l'opinion des citoyens peut être négative, avoir une idée négative de ce qui prétendent les représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Et même de manière générale, des hommes politiques, de leur comportement et de leurs pratiques politiques. Alors que les enjeux sont importants, qu'il faut rassurer les citoyens parce qu'ils sont confrontés à des difficultés économiques, des difficultés sociales, et que ces hommes politiques-là donnent un spectacle qui ne conforte pas la démocratie au Sénégal, et encore moins ne rassure pas les citoyens de la confiance qu'ils auraient au niveau des hommes politiques et de leur capacité à diriger de façon transparente leur responsabilité au niveau du pouvoir politique. Très bien, merci professeur Moussa Diaw, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste des sciences politiques. Momar Ouad, on termine avec vous. Qu'est-ce qui risque de se passer après ces investitures? Votre sanction côté Beno et Manko, on peut y penser? Momar, vous avez quelques difficultés avec le téléphone. Problème de réseau, oui. Oui, vous nous entendez maintenant, c'est bon? Momar Ouad. Alors, quelques difficultés avec Momar Ouad, notre confrère, qui analyse un peu les difficultés liées aux investitures au sein de Benno Bokk Yakaar, mais également au sein de Manko Taxawu Sénégal. C'est la coalition de l'opposition. La première citée, c'est la coalition du pouvoir. Météo. Alors, Momar, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui. Qu'est-ce qui risque de se passer, donc, disais-je? Oui, je vous entends parfaitement bien. Je disais, qu'est-ce qui risque de se passer avec ces investitures? Votre sanction côté Beno et Manko, on peut bien le penser. Momar? Alors, nous avons quelques difficultés. Allô? Oui, Momar, on vous entend bien. Oui, donc je disais que c'est ces fissures-là qu'il va falloir combler pour le président. Oui. Oui, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que les législatives vont laisser des séquelles à travers tout le pays. Hein. Votre sanction à envisager? Votre sanction, il y en aura certainement. Parce que tout le monde ne peut pas être sur la liste. Il y aura des votes sanctions, il y aura des frustrés. Maintenant, après les législatives, il s'agira de faire un travail politique très sérieux pour ramener les brebis égarées, si j'ose dire. Très bien. En tout cas, merci, Momar. Malheureusement, c'est le téléphone donc qui nous a un peu lâché avec la mauvaise qualité du réseau. Toutes nos excuses donc. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. La météo, donc, avant de vous quitter, le ciel sera nuageux à couvert sur une bonne partie du pays, notamment sur la partie ouest en fin d'après-midi et durant la nuit. La chaleur sera à nouveau fortement sensible sur les régions de l'intérieur où les maxis de température vont varier entre 36 et 40 degrés au centre et sud et 43 à 44 au nord-est comme Podor, Matam,
Sur le littoral, les températures journalières vont varier entre 27 et 29 degrés. Fin de cette édition, rappel des titres. Le temps presse pour les partis et coalitions de partis plongés complètement dans les investitures en vue des législatives. Rien n'est encore prêt. La situation est compliquée chez les uns et les autres. Des populations en colère dans le Dandemayo, les habitants des différentes localités s'étaient donné rendez-vous à Guiraï. Leurs doléances sont multiples, parmi elles le désenclavement de la zone. Et à Toubatoul, dans le département de Thiès, les populations de 4 villages étaient dans la rue. Elles pleurent également sur leur sort. Dinguiraï, Nioro, Cœur Aïb, les travaux de réfection de cet axe routier qui était complètement dégradé sont presque terminés. Cela va faciliter le voyage aux passagers qui veulent se rendre en Casamance ou qui proviennent du sud. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop à la réalisation, il y avait Babacar Fall. À la régie, Pape Omar Diaw. À 13h, la grande édition en Wolof sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.